à l'heure. Oui, je suis heureux de vous retrouver. Oui, je suis heureux de me retrouver à Nice, ici dans les Alpes-Maritimes, dans ce qui est, nous le savons bien, un bastion du militantisme et aussi une place forte de notre famille politique. Oui, je suis heureux aussi de retrouver la dimension populaire qui est celle du militantisme. Nous avons besoin de votre force de militants. Nous avons besoin de votre engagement pour gagner, pour réussir, pour faire réussir Nicolas Sarkozy, oui, et pour faire réussir la France. Merci de votre engagement, merci de votre enthousiasme, encore et toujours. C'est donc un rendez-vous de la fidélité. C'est la 3e année consécutive que je me retrouve parmi vous en ce mois de septembre. C'est le rendez-vous de la fidélité, c'est le rendez-vous de l'amitié. L'amitié que je porte à Christian Estrosi, votre maire, votre président de la fédération. L'amitié que je porte aux élus, bien évidemment, à Éric Ciotti, dynamique et remarquable président du Conseil général. Et vous savez également que pour l'ensemble des élus des Alpes-Maritimes, je sais aussi quelle force ils représentent et combien nous leur devons. Je salue aussi la présence de Rudy qui montre qu'ici, on ne se trompe pas et qu'ici, on sait qu'on gagne quand on est rassemblés. Je voudrais dire également qu'il y a des élus des Alpes-Maritimes, il y en a qui ne sont pas des élus des Alpes-Maritimes et je les remercie de leur déplacement, que ce soit aussi Henriette Martinez, que ce soit Valérie Rousseau-Debord, et vous me permettrez, ce n'est pas parce qu'ils sont venus de loin, parce que ce sont des amis qui me sont chers, Damien Meslot et Alain Joyandet qui sont là également. Et je n'ai pas oublié le Var avec Jean-Michel Couve, ne vous inquiétez pas, je connais un peu ma géographie de PACA. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y a des ministres qui sont présents, qui sont venus à ce rendez-vous de l'amitié. Que ce soit Nathalie Kosciusko-Morizet ce matin, avec la force de son engagement et de son tempérament, que ce soit David Douillet avec un message très fort, mais aussi Jeannette Bougrabe. Et je dois dire encore une fois que le propos humaniste, qui est celui de Jean Leonetti, a bien montré qu'il ne s'agit pas pour nous d'avoir une position ou une politique déséquilibrée. Nous marchons bien sur deux jambes. Les deux, l'autorité, la fermeté et la justice, sont indissociables. Merci de l'avoir rappelé, mon cher Jean. Je suis heureux aussi d'être sur cette tribune aux côtés d'Henri Guénaud. Henri Guénaud, c'est quelqu'un qui a une vision politique. Henri Guénaud, c'est quelqu'un qui a un message politique. Henri Guénaud, c'est celui qui ne s'embarrasse pas des modes et des convenances, mais qui dit tout simplement ce qu'il pense être juste et nécessaire de dire, haut et fort. C'est pour cela qu'il a la confiance du président de la République. C'est pour cela également que nous l'écouterons tout à l'heure, avec confiance, en lui disant aussi que sa voix elle a besoin d'être entendue dans le débat présidentiel qui s'engagera. Merci à toi, mon cher Henri. Les journalistes disaient tout à l'heure, alors vous êtes aux côtés de Jean-François Copé aujourd'hui. Eh bien, je tiens à leur dire, ça n'est pas la première fois et ça n'est certainement pas la dernière fois que nous sommes côte à côte avec Jean-François Copé. Et nous continuerons à l'être pour le président de la République, pour faire gagner le président de la République, par respect pour les militants, les sympathisants et aussi par respect pour tous les Français, parce qu'ils savent que nous qui sommes dans la majorité, nous avons une responsabilité supplémentaire, être concentrés sur l'action, être concentrés sur les résultats, encore une fois, pour faire gagner nos idées et une certaine idée de la France. Voilà pourquoi nous sommes ensemble. Dans les questions du matin, il y avait « Et pourquoi Nice ?» Pourquoi Nice? Tout simplement parce que Nice est un symbole, mon cher Christian. Nice est le symbole de ce que je pense nécessaire pour notre famille politique et aussi pour notre pays. Ici, à Nice, on est très ferme sur la question de la protection des Français, très ferme sur les questions de sécurité. Nice est une ville exemplaire en matière de lutte contre l'insécurité et contre la délinquance. On le doit à l'engagement et au volontarisme de Christian Estrosi. Ça n'est pas un hasard si on vient à Nice voir ce qu'il faut faire quand une mairie veut être exemplaire. Mais en même temps, Nice a la volonté de protéger les Niçois
aussi pour leur pouvoir d'achat et sur leur pouvoir d'achat, pour faire garder ses enfants, pour accéder à la culture. Et cette double volonté de protection, cette fermeté sur les questions d'autorité et de sécurité, ce volontarisme sur les questions de justice, cela montre bien qu'à Nice, la vision, la pensée, les convictions de Christian Estrosi, il nous faut les porter au niveau national. Et je n'oublie pas une chose, l'ambition pour Nice, la métropole niçoise, toute cette ambition pour cette ville, cette métropole, ce département et cette région, voilà exactement ce qu'il nous faut faire. Voilà aussi pourquoi je suis aux côtés de mon ami Christian Estrosi ce matin. L'unité, c'est aussi saluer la présence de mon ami Dominique Paillet, ce qui montre bien qu'il y a bien sûr besoin de diversité dans notre famille politique et dans l'ensemble de la majorité, mais que nous savons une chose, nous voulons gagner, il faudra être unis. Le plus tôt sera le mieux, mais que nous avons aussi vocation à ne jamais nous tromper d'adversaire. Notre adversaire, c'est la gauche, c'est le Parti socialiste. Merci aussi d'apporter ce témoignage, mon cher Dominique. On me disait aussi, et j'en aurais fini des questions de ce matin, mais autant vous les faire partager, on disait oui, mais alors, vous êtes là, il y a un autre congrès aujourd'hui, pas les années précédentes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un autre congrès parce qu'il y a des élections? À eux de le dire. Mais je sais que la meilleure réponse à apporter aujourd'hui à toutes ces questions sur l'extrême droite, c'est de revenir quelques mois en arrière et de se rappeler tous les commentaires qu'il y avait ici à Nice et dans les Alpes-Maritimes en disant « Regardez bien, le Front National va l'emporter dans le 14e canton de Nice. » On nous avait dit que tout était joué, que tout était plié, et qu'en définitive, c'est encore une fois le candidat soutenu par le Front National qui garderait ce canton historiquement au Front National. Eh bien, vous savez que les choses ne se sont pas déroulées de cette façon-là. Pourquoi? Tout simplement parce que la candidate soutenue par Christian Estrosi, Dominique Estrosi Sassone, l'a emporté de la plus brillante des façons. Alors qu'on disait qu'elle ne serait pas au deuxième tour, c'est elle qui l'a emporté. Parce qu'elle est sur la fermeté, sur l'autorité, elle est sur la justice et les résultats. Cela montre bien que ce n'est pas à nos adversaires qu'il faut parler, c'est aux Français qu'il faut parler. C'est leurs problèmes qu'il faut prendre à bras-le-corps et c'est les solutions qu'il faut leur apporter. Voilà comment on gagne les élections. Voilà comment on est digne du combat politique. Dans les mois qui nous séparent de l'entrée en campagne de notre candidat, nous avons besoin, mes amis, de votre force militante pour parler de notre action, pour défendre notre bilan. C'est un point, mon cher Alain, tu insistes souvent là-dessus et tu as raison. Notre action, si nous n'en parlons pas, personne ne le fera à notre place. Ces réformes, elles ont été nombreuses. Ces réformes, elles étaient indispensables, trop longtemps différées dans notre pays. Mais ces réformes, notamment, et je ne le dis pas seulement en tant que ministre du Travail, qui tentent à réhabiliter la valeur travail, nous devons en permanence en faire la promotion. De rappeler, au-delà des 1000 caricatures que l'on peut entendre, que ceux qui font des heures supplémentaires dans notre pays, et elles sont plus de 10 millions, ne prennent et ne volent le travail de personne, mais que ceux qui font des heures supplémentaires symbolisent la valeur du travail et ont tout simplement la reconnaissance de leur mérite et de leur travail. Voilà la valeur travail en action. La valeur travail, c'est aussi cette loi sur le service minimum dans les transports que nous avons fait voter. Je remercie les parlementaires de m'avoir soutenu à l'époque dans ce combat. Ça faisait 20 ans qu'on nous disait « un jour, vous verrez, il y aura un service minimum », que ce soit à l'école et dans les transports. Aujourd'hui, quand il y a une grève, même s'il y a des perturbations, notre pays n'est plus bloqué. Il fut une époque où on comptait les jours avant de savoir quand est-ce que le gouvernement allait reculer, parce qu'on savait qu'il y aurait la paralysie du pays. Aujourd'hui, c'est terminé. Tout simplement parce que nous avons inscrit dans la loi, et j'y tenais vraiment, un principe qui est simple. Le droit de grève est constitutionnel, c'est vrai. Si vous faites grève, vous ne travaillez pas. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Voilà ce qu'il y a aussi dans la loi de la République. Et ça fait des années que vous l'attendiez. D'autres réformes, la réforme des universités, l'autonomie des universités, qui donne aux jeunes populaires que je veux remercier, on ne les remerciera jamais assez de leur engagement, de leur enthousiasme. Ils sont l'avenir. La réforme des universités qui leur donne les mêmes chances qu'aux jeunes de tous les pays européens. Enfin, nous ne rattrapons pas seulement notre retard, mais nous avons vocation à prendre de l'avance parce qu'ils sont l'avenir de notre pays. Il faut les aider, il faut les encourager
ils sauront prendre en main leur destin. De la même façon, sur la solidarité entre les générations, entre eux et nous, la question des retraites. Cette question des retraites, il faut bien savoir que si vous prenez l'histoire des réformes des retraites, ne cherchez pas trop longtemps, à chaque fois les réformes de retraite se conjuguent avec le courage de notre majorité à nous. Jamais le Parti socialiste n'a fait la moindre réforme. Ah, par contre, si vous cherchez un rapport sur les retraites, aucun problème, il y en a eu beaucoup à gauche. Mais quand il faut passer à l'acte, ça a toujours été notre famille politique qui a pris ses responsabilités. De toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous cherchez des socialistes courageux, vous pouvez les trouver en Espagne et en Allemagne, mais pas en France, jamais en France. Voilà la réalité. Cela a été dit aussi tout à l'heure, l'action au cours de la crise a été déterminante. On a tendance à l'oublier, on a tendance à ne plus en parler. Mais chacun a bien conscience au fond de lui-même, au-delà de l'écume médiatique des jours, que si ça n'avait pas été Nicolas Sarkozy, président de la République, ni même président d'exercice de l'Europe, nous aurions connu la chute de l'ensemble de l'économie européenne, et certainement même au-delà. Il a fallu son dynamisme, il a fallu son imagination, il a fallu son courage. C'est aussi comme cela que la France n'a pas été entraînée, comme d'autres pays, dans la crise sans précédent de 2008. J'ai la conviction aussi, mes amis, qu'il nous faut davantage parler du Parti socialiste, dénoncer ce qu'il y a dans le projet du Parti socialiste, demander au Parti socialiste d'être clair sur les engagements qu'il serait tenté de prendre devant les Français à l'occasion de cette élection présidentielle. Il faut que les socialistes disent clairement qu'ils ont bel et bien l'intention d'augmenter massivement les impôts de tous les Français. Voilà ce qu'il y a dans le projet du Parti socialiste. Et ne soyez pas étonnés, prenez l'ensemble des régions gérées par la gauche, prenez les départements gérés par la gauche, l'augmentation des impôts, c'est toujours un réflexe chez les socialistes. L'impôt, c'est dans l'ADN des socialistes. Voilà la vérité. Et si vous voulez un exemple, cette idée folle de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. Les socialistes veulent que l'on fusionne les deux. Je vous demande un instant, parce que je souhaiterais que vous en parliez autour de vous. La CSG aujourd'hui, c'est un taux. Tout le monde paye la CSG. L'impôt sur le revenu, nous le savons bien, la moitié des Français seulement payent l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, il y a 4 taux. Si vous fusionnez 2 impôts, l'un avec un taux et l'autre avec 4 taux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on va passer l'impôt sur le revenu à un seul taux? Vous savez bien que non. La vérité, c'est que la CSG passerait, elle, à plusieurs taux. Qui en ferait les frais? Les classes modestes, les classes moyennes, comme à chaque fois que le Parti socialiste est là, ce sont les ouvriers, les employés et les retraités qui font les frais de la politique d'imposition du Parti socialiste. Le Parti socialiste, c'est aussi à mes yeux le laxisme. Le laxisme quand on sait, mon cher Christian, dans ta ville, les efforts que vous faites pour renforcer la police municipale aux côtés de la police nationale, c'est marqué noir sur blanc dans le projet des socialistes. Ils veulent désarmer la police municipale parce que pour eux, encore une fois, en matière de sécurité, cela se conjugue toujours avec naïveté, comme M. Jospin à la grande époque. Souvenez-vous-en, mes amis. Mais aussi, et c'est pour moi plus scandaleux, il y a les propositions d'élus importants du Parti socialiste sur la question du cannabis. Et là, vous me permettrez de m'exprimer en tant que ministre de la Santé, mais aussi en tant que père de famille. Au moment où certains pays font marche arrière, ceux qui étaient les plus permissifs, à mes yeux, sur la question du cannabis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, qui considèrent maintenant qu'il faut classer cela en substance dangereuse, je tiens à vous le dire, il n'est pas question avec nous de légaliser un jour le cannabis. J'entends drogue douce, mais dans drogue douce, j'entends drogue. Et j'ai été marqué de voir, dans les enquêtes qui avaient été faites auprès des jeunes, beaucoup de jeunes nous disent « on n'a pas envie d'y toucher parce que c'est interdit ». Et je pense également qu'il y a une place pour l'interdit, il y a un poids de l'interdit et que notre modèle de société, à nous, ça n'est certainement pas la permissivité, le laxisme et la légalisation du cannabis, que les choses soient claires et qu'elles soient aussi clairement dites. Mes chers amis, vous l'avez compris, notre action doit être inlassable. Et d'ici l'entrée en campagne de notre candidat, il nous faut parler de notre action, parler du projet du Parti socialiste, mais il nous faut tous les jours agir
encore agir. Il faut travailler jusqu'au dernier moment. Travailler au dernier moment, restant fidèle à nos valeurs. Rester fidèle à la valeur du travail, c'est se battre inlassablement, avec pugnacité, sur le front du chômage. Je remercie Éric Ciotti, voilà quelques mois, d'avoir signé avec moi au nom du gouvernement un accord qui dit que plutôt que d'être au RSA, il vaut mieux être titulaire d'un contrat aidé dans ce département des Alpes-Maritimes. Parce que je préfère tout ce qui éloigne de l'assistanat et qui ramène vers l'emploi. Quelqu'un qui a un contrat aidé, même si c'est 26 heures par semaine, c'est des horaires de travail. Ce sont des collègues de travail, c'est une charge de travail, ce sont des habitudes de travail, mais c'est surtout à la fin du mois une fiche de paye. Je préfère qu'on ait une fiche de paye plutôt que d'avoir un bulletin d'allocation. Voilà la différence également avec la gauche. C'est cette idée que j'ai poussée des droits rechargeables, de faire en sorte que quelqu'un qui a une offre d'emploi ne se pose pas la question une seule seconde, est-ce qu'en reprenant un emploi, je ne vais pas perdre mes droits à indemnisation ? Tout ce qui constitue des freins à l'emploi, nous devons les faire disparaître. Si nous voulons aller vers une société du plein emploi, il faut que l'on prenne tous ces freins, même psychologiques, et que l'on les fasse disparaître les uns après les autres. Si on veut aller vers une société du plein emploi, il nous faudra également baisser le coût du travail, c'est indispensable. Mais sur tous ces sujets, si nous voulons du travail en France, il faut baisser les charges qui pèsent sur le travail. De la même façon, je le dis en tant que ministre, je n'hésiterai pas une seule seconde à faire appliquer la loi de la République, parce que nous sommes aujourd'hui face à une situation incompréhensible aux yeux de la plupart de nos concitoyens. Certes, nous avons 2 700 000 demandeurs d'emploi, mais j'ai 270 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Il faut former, il faut mieux orienter, il faut ramener vers l'emploi, mais celui qui refuse 2 offres raisonnables d'emploi, je le dis, je demande l'application de la loi et la suspension des allocations chômage. De la même façon, vous savez que mon engagement est constant depuis 2004. La lutte contre les fraudes à la protection sociale n'est pas une option dans un système républicain. Il faut davantage lutter contre les fraudes. Et je ne risque pas de l'oublier, ou alors mon ami Damien Meslot ne manquera pas de me le rappeler, lui qui y croit comme moi. Les fraudeurs sont des voleurs. Les fraudeurs volent dans votre poche. Et comment voulez-vous, avec cette crise que nous traversons, que les Français ne nous disent pas on est prêt à faire des efforts, mais les efforts pour tout le monde, pas pour certains, pas pour des profiteurs. Et on nous dit parfois, vous en faites trop. Non, je pense au contraire que nous n'en faisons pas assez. Je veux saluer également celui qui, après moi, s'est comporté de façon courageuse dans la lutte contre la fraude, même contre la fraude fiscale. C'est mon ami Éric Woerth, injustement sali, injustement attaqué, qui a été courageux en matière de lutte contre la fraude. Alors, la lutte contre la fraude, cela répond aux marqueurs de justice sociale. Parce qu'on nous a dit pendant l'été, alors ils vont mettre en place un fichier national. Eh bien oui, il y a bien un fichier des cartes grises et ça ne choque personne. On sait même ce que vous avez comme voiture dans un fichier des cartes grises. On peut même imaginer le prix de votre voiture. Il y a un fichier des permis de conduire. Et on n'aurait pas le droit d'avoir un fichier des allocations que nous percevons. Moi, ce n'est pas de la curiosité. C'est tout simplement de savoir qui touche quoi, parce que là, on pourra s'apercevoir aussitôt, avec un vrai plan d'action, que certaines allocations ne sont pas compatibles entre elles. Et à ceux que cela dérange, je le dis clairement, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à reprocher à ce fichier national. Voilà la vérité. Mais je veux aussi être clair avec vous, très clair. La justice en matière de lutte contre les fraudes, c'est effectivement s'intéresser à celui qui bénéficie d'un arrêt de travail qui est faux, mais s'intéresser aussi à celui qui a signé l'arrêt de travail qui est faux. Voilà également quelle est la justice. Je suis prêt à ce qu'on aille beaucoup plus loin dans celui qui se déclare chômeur alors qu'effectivement il a un travail à côté. Mais une condition, c'est qu'on s'intéresse aussi à l'employeur qui ne fait travailler que des travailleurs clandestins dans son entreprise. La justice, c'est les deux ensemble. Si vous n'avez pas les deux, vous ne savez pas être efficace et vous ne pouvez pas être juste. La justice, mes amis, là aussi, il ne s'agit pas de se dire qu'il faudrait choisir la justice contre l'autorité. Ce sont les deux ensemble. Les deux ensemble. La justice, c'est la justice fiscale. Je crois qu'il nous faudra une vaste et véritable réforme fiscale si nous voulons que les classes moyennes n'aient plus le sentiment d'être en permanence écrasées par les impôts et par les charges. C'est la justice sociale également.
C'est la justice économique, davantage tournée vers nos PME, qui sont, à mon avis, le réservoir d'emploi des années qui viennent. C'est aussi la justice régalienne, tu l'as rappelé tout à l'heure, mon cher Éric. L'élection présidentielle sera un rendez-vous de vérité, de courage, encore et toujours. Je pense qu'il nous faudra très clairement, à l'occasion de cette élection présidentielle, parler d'un nouveau modèle, d'un nouveau dessein, d'un nouvel objectif pour notre pays. L'ultralibéralisme, nous voyons bien où cela a conduit. Le socialisme, nous voyons son échec partout. Quant au populisme, chacun sait bien, ici à Nice, qu'il ne mènerait nulle part. En revanche, il nous faut un nouveau contrat entre les Français. Un nouveau contrat avec des droits et des devoirs, avec une France beaucoup plus compétitive, qui réduit ses déficits, qui allège sa dette et qui sait faire courir beaucoup plus vite ses entreprises créatrices d'emplois. Une France plus sûre d'elle-même et une France plus juste. Le prêt à penser, mon cher Henri, la pensée unique, ça ne marche pas et d'ailleurs, ça n'a jamais marché. Il nous faudra bien évidemment, et pour cela, il vaut mieux avoir Nicolas Sarkozy comme président de la République, agir sur le plan international. Le G20 est une instance importante, il faut lui donner tous les moyens nécessaires pour que ce volontarisme soit suivi d'effet. Au niveau européen, il y a bien sûr la question de la gouvernance et du couple franco-allemand, mais il nous faut aussi une politique qui nous permette de favoriser la croissance parce qu'elle seule est capable de générer des emplois. Comme au niveau national, c'est ce même volontarisme. Nous voulons gagner, il nous faudra l'unité, une réelle unité. Alors on nous dit « ouais, mais regardez quand même, La Rochelle, Marseille, moi à Marseille, j'ai vu des jeunes qui voulaient l'unité. J'ai vu des responsables qui étaient rassemblés autour de Nicolas Sarkozy. Mais si vous voulez qu'on parle du Parti socialiste, ils n'ont qu'une seule façon de faire l'unité. Et encore, c'est l'antisarkozisme. Leur antisarkozisme primaire s'est transformé en un concours d'antisarkozisme pour gagner la primaire entre candidats socialistes. Ça ne fait pas un projet. Ça ne fait pas un projet, d'autant qu'il paraît qu'ils savent s'entendre. Mais je trouve que ça ne commence pas très bien. Qui a dit cette phrase formidable sur Martine Aubry ? Martine Aubry, comme expérience électorale, elle a une législative perdue. Passer de rien à une campagne présidentielle, ce n'est pas facile. C'est Ségolène Royal, inimitable, effectivement, c'est Ségolène Royal. Mais il y a pire. Qui a dit de François Hollande ? Le point faible, c'est l'inaction. Laissez-moi finir. Politique, une seule. Qui a dit cette phrase terrible ? C'est Ségolène Royal. Et en définitive, mes amis, qui parle le mieux des candidats socialistes ? C'est Ségolène Royal, pour une fois. Écoutons Ségolène Royal. Mais n'en jetez plus, il paraît qu'ils s'entendent. Il paraît qu'ils s'entendent. En définitive, nous avons, nous, pas trop à leur parler, ne pas passer trop de temps à leur parler, mais à parler aux Français et à entendre les Français qui nous disent « protégez-nous ». Sortez-nous de cette crise qui nous semble interminable. Ils nous disent aussi, vous devrez faire des choix, nous en avons conscience. Mais il faut que ces choix soient efficaces et que ces choix soient justes. Alors, mes amis, à ceux que vous connaissez, qui vous disent que cette élection sera importante, dites-leur de se mobiliser à fond. À ceux que vous connaissez, qui n'ont aujourd'hui peut-être plus envie d'écouter la politique, plus envie d'écouter les hommes et les femmes politiques, dites-leur que les temps sont suffisamment incertains et les crises suffisamment difficiles pour ne pas se lancer à l'aventure. Nous avons notre unité et nous savons que dans notre famille politique, les talents, ils doivent s'additionner. Les ambitions, elles doivent se mettre au service de Nicolas Sarkozy et de sa candidature. L'UMP ne doit penser qu'à 2012 car c'est trop important. Mais je voudrais aussi insister sur ce point, j'ai la conviction que les temps difficiles ne sont pas encore derrière nous. Et chacun doit bien avoir conscience qu'il n'y aura pas de place pour la résignation et le renoncement. Ça n'est pas la tradition française, ça n'est pas la volonté française. Il n'y aura pas la place pour l'hypocrisie et le mensonge. Il n'y aura pas la place pour la faiblesse, ni dans la décision, ni dans l'action. Il faudra de l'imagination, il faudra du courage. Le courage de dire, le courage d'agir, c'est le courage de Nicolas Sarkozy. Voilà ce dont on a besoin. Nous avons un président fort, nous avons un président solide, nous aurons aussi un candidat et pas n'importe lequel, celui qui a su faire face et celui qui saura faire face. Mes amis, nous le savons bien et nous ne sommes pas les seuls, nous avons besoin de l'action de Nicolas Sarkozy comme président de la République,
Nous aurons besoin de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle, mais dès maintenant, il a besoin de nous. Dès maintenant, il a besoin de vous. Soyons au rendez-vous pour le président, pour la France. Je vous demande maintenant d'accueillir le conseiller spécial du président de la République, Henri Guénaud. Cher Christian, merci de nous avoir réunis. Merci d'avoir rassemblé cette foule de... Merci à vous tous d'avoir répondu à cette invitation. Elle n'était pas anodine. Ce n'était pas seulement une invitation pour le plaisir d'être ensemble, pour la joie de vous retrouver comme chaque année à la même époque. Cette année, elle avait une signification particulière. Cette signification, vous la connaissez. En venant, vous saviez que vous alliez témoigner du refus d'un très grand nombre de Français de voir la politique asservie à toutes les démagogies. Et vous n'êtes pas seulement venus pour signifier à ceux qui, à quelques pas d'ici, en appellent sur leur affiche à la voix du peuple et à l'esprit de la France, qu'ils abîment des mots qui nous sont chers et qui ne veulent pas dire la même chose pour eux et pour nous. Vous êtes venus aussi parce que pour vous, l'élection présidentielle est trop importante pour être un rendez-vous manqué. Je ne parle pas uniquement du choix de celui ou de celle qui sera placé pendant 5 ans au sommet de l'État. Je parle aussi de la campagne où les grandes questions qui engagent l'avenir du pays doivent être posées et doivent être débattues. Cela est vrai à chaque élection, me direz-vous, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui dans les circonstances exceptionnelles où nous nous trouvons. Car il ne suffit pas qu'un chef de l'État soit choisi, encore faut-il qu'il ait les moyens de gouverner, qu'il soit choisi en toute connaissance de cause, que tout ait été dit, que tous les enjeux, tous les défis, tous les risques aient été mis sur la table. Quand nous voyons à ce point s'achever un monde et en commencer un autre, quand nous savons, que nous sommes confrontés à une remise en cause si profonde que nous ne pouvons pas aborder l'avenir avec les idées et les institutions des 30 ou 40 dernières années, quand nous comprenons l'immense tâche de reconstruction qui attend les peuples des pays les plus développés, alors nous mesurons à quel point un débat escamoté, une élection qui reposerait sur une ambiguïté ou sur un malentendu serait désastreuse. C'est devenu une banalité, hélas, de constater que dans toutes les démocraties, le fossé s'est creusé entre les peuples et ceux qui les gouvernent, qu'un profond malaise s'est installé dans lequel prospèrent les extrémismes. Alors, tirons-en les conséquences. Ne jouons pas avec le feu et ne ratons pas ce rendez-vous avec le peuple, qui est le seul rendez-vous par lequel le peuple peut se réapproprier démocratiquement et pacifiquement son destin. Autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas gagné. Comment ne pas être effaré par l'espèce de déconnexion chaque jour plus grande entre les événements considérables qui bouleversent le monde et un débat public prisonnier des querelles et des comportements de notre âge. Alors que nous avons à inventer la politique du XXIe siècle, nous voici renvoyés par nos adversaires à la 4e et parfois même à la 3e République. Ne parlons pas de ceux qui espèrent que la crise aura les mêmes conséquences politiques que la Grande Dépression des années 30. Ne parlons pas non plus de ceux qui rêvent encore du grand soir. Mais que dire des autres ? François Mitterrand, qui avait été 11 fois ministre de la 4e République, avait su devenir un homme d'État de la 5e République. Ses successeurs, qui ont fait toute leur carrière sous la 5e République, n'ont jamais réussi jusqu'ici à se comporter autrement que comme des politiciens de la 4e. Nous voilà bien partis, au moment où, dans la tourmente, l'État doit être tenu d'une main ferme et où l'intérêt national doit passer par-dessus celui des partis. Nous voilà bien avancés avec des partis tellement incapables d'accepter l'idée que l'élection présidentielle, c'est un homme ou une femme libéré de ses attaches partisanes qui va à la rencontre de tous les Français, qu'ils sont obligés de faire des primaires pour être bien sûrs d'avoir un candidat qui n'incarne que son propre camp, de sorte qu'il ne pourra jamais être l'homme ou la femme de la nation.
c'est qu'ils ne croient pas du tout à la nation comme la plus grande et la plus belle des causes. La cause du parti est plus importante pour eux. Et que l'on ne me dise pas qu'ils prétendent incarner ce qu'il y a de plus généreux, de plus juste et de plus fraternel dans la nation. Sur les 30 dernières années, on l'oublie souvent, ils ont gouverné 15 ans. Où est leur héritage de générosité, de justice et de fraternité? Qu'ont-ils donc fait contre la financiarisation désastreuse de l'économie? Ils ont fait la déréglementation financière en France. C'était du temps où François Mitterrand était à l'Élysée et Pierre Bérégovoy au ministère des Finances. Qu'ont-ils fait pour que la concurrence ne devienne pas la religion de l'Europe? Ils ont négocié l'acte unique qui a installé sur notre continent la politique de la concurrence la plus absolutiste qui soit au monde. C'était du temps où Jacques Delors était président de la Commission européenne. Qu'ont-ils fait contre le chômage? Ils ont dit qu'ils avaient tout essayé, qu'ils n'y pouvaient rien et qu'il fallait s'y habituer. Qu'ont-ils fait pour le travail? Rien, à part le partager. Il faut dire qu'ils pensaient qu'il était voué à disparaître. Ils ont fait les 35 heures, qui n'était pas un progrès social, mais un aveu d'impuissance qui nous a coûté très cher. Qu'ont-ils fait pour sauver l'école de la République? Ils ont inventé le pédagogisme, qui prétendait que pour enseigner les mathématiques à Paul, il valait mieux connaître Paul que les mathématiques. Et qu'ont-ils fait pour le mérite, cette valeur cardinale de la République? Eh bien, ils ont donné le bac à tout le monde, même à ceux qui savaient à peine lire et écrire. Qu'ont-ils fait pour lutter contre la ségrégation urbaine? Rien, même pas la rénovation urbaine, c'est nous qui l'avons faite. Qu'ont-ils fait pour lutter contre la violence? Rien, puisque pour eux, l'insécurité était un sentiment et non une réalité, et que la délinquance ne pouvait avoir que des causes sociales. Comme si, chez les travailleurs, chez les ouvriers, chez les pauvres, on élevait les enfants pour devenir des voyous. Il faut dire que cela faisait bien longtemps qu'ils n'en avaient pas rencontré. Sinon, ils auraient su que chez les ouvriers, les travailleurs et les pauvres, on apprend une morale bien souvent plus stricte que chez les riches. Qu'ont-ils fait pour maîtriser l'immigration et pour favoriser l'assimilation qui est depuis 200 ans le programme de la République? Ils ont régularisé les clandestins et enseigné les langues et cultures d'origine. Depuis 30 ans, ils ont dit oui à toutes les folies qui ont conduit toutes les sociétés, toutes les économies des pays développés au bord du gouffre où elles se trouvent. Je ne veux pas dire que nous n'avons pas eu notre part de responsabilité. Nous en avons une, bien sûr, parce que le politiquement correct et la pensée unique ont été très longtemps largement partagés. Mais la différence entre eux et nous, c'est que nous le reconnaissons et pas eux. Eux, ils ne se trompent jamais. Eux, ils ont la morale de leur côté. Eux, ils n'ont aucune responsabilité dans les malheurs du monde. Eux, ils sont convaincus qu'il suffit que les partis sociaux-démocrates gouvernent en Europe pour que tout soit résolu. Mais où ont-ils vu qu'en Angleterre, au Portugal, en Espagne, la social-démocratie avait permis d'éviter le désastre? Qui peut penser qu'il suffira d'une alliance de partis qui n'ont d'ailleurs pas grand-chose en commun pour sauver l'Europe? Dirigeants du Parti socialiste, candidats à la candidature, depuis 4 ans, le président de la République a fait plus pour les idéaux que vous êtes censés servir que vous ne l'avez jamais fait vous-même depuis 1981. Voilà la vérité. Tous les mensonges n'y feront rien. Vous dites la République est menacée. Vous avez dit stupidement la même chose à propos du général de Gaulle qui l'avait sauvé 2 fois. Mais où donc avez-vous vu que la République, depuis 4 ans, ait été attaquée dans ses institutions ou dans ses principes? Le président de la République a refusé les critères ethniques que beaucoup d'entre vous souhaitiez. Il a refusé cet enfermement dans les origines si contraires à l'esprit de notre République, à laquelle conduisait votre obsession du droit à la différence et du multiculturalisme. Il a récusé
le communautarisme que vous aviez encouragé pour avoir la tranquillité, pour satisfaire vos clientèles? Où était donc le Parti socialiste quand il s'est agi d'interdire la burqa? Qui a fait les internats d'excellence auxquels tant de forces qui vous sont proches se sont farouchement opposées? Qui a voulu expérimenter le busing que tant d'élus de votre parti ont combattu? Où et quand le droit a-t-il reculé? Croyez-vous donc que les juges soient moins indépendants? Mais où les avez-vous vus soumis au pouvoir? Où les avez-vous vus enclins à obéir à des directives qui ne leur ont d'ailleurs jamais été données? Où avez-vous vu la liberté de la presse menacer, les journalistes bâillonnés dans leurs critiques du gouvernement? Vous ne regardez donc jamais la télévision? Vous ne lisez donc jamais les journaux? A-t-on vu gouvernement davantage critiqué, davantage attaqué? Où est donc la complaisance qui serait le signe de la soumission? Vous nous avez reproché les tests ADN. Ce n'était, c'est vrai, pas une atteinte aux droits de l'homme, mais ce n'était pas conforme à notre tradition républicaine, qui fait de la filiation une question juridique et non pas biologique. Eh bien, les tests ADN ont été abandonnés. Le discours de Grenoble, il vous a ému, sans doute, mais c'était un moment d'émotion. Souvenez-vous de la violence qui venait d'éclater. Sur la forme, on peut se dire que ce n'était pas une bonne chose. Mais sur le fond, comment pouvez-vous dire, même si ce désaccord est parfaitement légitime, comment pouvez-vous dire que la déchéance de nationalité était une atteinte dramatique à la République? Elle existe depuis 1945 dans notre code pénal. Depuis 1945, c'était le gouvernement provisoire du général de Gaulle qui l'avait institué, et qu'il avait institué alors que tous les partis siégeaient au gouvernement. Et depuis 1945, personne n'en a abrogé le principe. Allons donc. Et la circulaire des Roms, oui, ce fut une faute qui a été réparée. Et tout s'est fait dans ce domaine sous le contrôle des juges. Ceux qui s'installent en France, c'est un problème qu'il nous faut regarder en face quand on aime la République. Ceux qui veulent s'installer en France doivent en respecter les lois, doivent respecter le droit de propriété et l'obligation scolaire. Il n'est pas indigne de poser ces problèmes. Il n'est pas indigne de chercher à y répondre. Et quand j'entends comparer l'évacuation des camps de Rome à la solution finale, et quand j'entends comparer les tramways de Paris au train de la mort, je me demande si nous ne marchons pas vraiment sur la tête. Croyez-vous réellement que ce soit une façon de relever le débat? Vous dites l'hyper-président, mais c'est celui qui, en réformant la Constitution, a cédé le plus de pouvoir. Vous auriez pu dire peut-être qu'il en avait trop cédé, mais certainement pas qu'il en avait trop concentré. Aucun de ses prédécesseurs n'en a eu si peu. Mais il est vrai que pour vous, l'élection présidentielle au suffrage universel n'est toujours pas digérée et que les pouvoirs de François Mitterrand vous ont semblé beaucoup moins honteux que ceux d'un président qui n'est pas issu de votre camp. Vous avez dit que le président avait attaqué la laïcité. Qu'a-t-il dit de si grave? Il a dit que la laïcité n'était pas un principe de rejet, mais était un principe de respect. Vous n'avez sans doute pas lu Jules Ferry. Lisez-le, ça vous éclairera. Vous dénoncez les coups portés au programme du Conseil national de la résistance à cause de la réforme des régimes spéciaux, du service minimum et de la réforme des retraites. Mais le programme du Conseil national de la résistance, c'était le régime unique, c'était la continuité du service public et la retraite par répartition que la réforme des retraites a sauvé de la menace mortelle que la démographie faisait peser sur elle. Vous dénoncez la baisse des effectifs de la fonction publique, mais la bureaucratisation de l'État n'a fait qu'accompagner son impuissance grandissante et le déclin de son autorité. Regardez donc, si vous y parvenez, ce qu'était l'État gaulien. Vous dites la voix de la France est affaiblie, mais elle n'a jamais été aussi entendue depuis le général de Gaulle. Allez donc demander au peuple ivoirien, au peuple géorgien et au peuple libyen. Souvenez-vous de la présidence française de l'Union européenne au moment le plus dangereux de la crise financière de 2008.
Souvenez-vous de la rencontre dramatique de Camp David, quand le président de la République est allé arracher au président américain la création du G20 à l'Amérique, au moment où la crise de confiance mondiale menaçait de tout emporter. Vous n'avez même pas approuvé le discours de Toulon. Vous avez moqué la volonté française de moraliser et de refonder le capitalisme financier. Mais que voulez-vous dire alors lorsque vous proclamez que vous êtes un parti réformiste ? Quoi ? Le Parti socialiste ne peut pas réformer le capitalisme financier ? Éclatante nouvelle. Regardez ce pourquoi la France s'est battue à Londres, à Pittsburgh ou à Bruxelles. Regardez ce qu'elle a dit en 2009 à l'OIT. Regardez ce qu'elle a défendu en 2010 à Copenhague. Regardez ce qu'elle a mis à l'ordre du jour du G20 qu'elle préside. Vous dites que les Français ont payé pour sauver les banques. Mais le sauvetage des banques n'a pas coûté un centime. Il a rapporté 2,7 milliards d'euros. Vous dites qu'il aurait fallu prendre une participation dans le capital des banques, mais aujourd'hui, la mise serait perdante. Vous dites qu'il aurait fallu être au conseil d'administration, mais la responsabilité de l'État aurait été engagée sans que son administrateur ait quelque moyen que ce soit de peser sur la décision. Il faut vous y faire. Le FSI, le grand emprunt, le grand pari, ce n'est pas vous qui les avez lancés, c'est Nicolas Sarkozy. L'Union pour la Méditerranée, ce n'est pas vous qui y avez pensé, c'est Nicolas Sarkozy. Oh, je sais bien, vous dites, en ricanant, vous avez fait l'Union pour la Méditerranée avec la Tunisie de Ben Ali et l'Égypte de Moubarak. Et avec qui aurions-nous pu la faire ? Sinon, avec ceux qui étaient là à ce moment-là, aurait-il fallu la faire sans la Tunisie, sans l'Égypte, sans la Syrie, sans personne ? J'imagine assez l'Union pour la Méditerranée que nous aurions faite avec nous-mêmes. Reconnaissez-le, c'était une idée prémonitoire. C'était prémonitoire de dire à l'Europe, de dire aux pays du Sud, ce qui se joue en Méditerranée nous concerne tous et nous avons une destinée commune. Oui, reconnaissez-le. Et vous savez, vous n'en serez pas moins crédible, vous le serez davantage. Il faut vous y faire, oui. La taxe sur les transactions financières, la lutte contre les paradis fiscaux, la réglementation des bonus, la volonté de placer le droit de la santé, le droit du travail, le droit de l'environnement sur un pied d'égalité avec le droit du commerce, la préférence communautaire. Ce n'est pas vous qui les avez inscrites à l'agenda international, c'est Nicolas Sarkozy. Vous dites, on a beaucoup parlé, pas beaucoup avancé. Mais il faut vous faire à l'idée que nous ne sommes pas seuls au monde ni en Europe. Quand vous vous abstenez parce que les conditions de l'aide à la Grèce ne vous plaisent pas, vous oubliez qu'elle se négocie avec nos partenaires et que si tout le monde s'abstient, la Grèce s'effondre. Et vous oubliez que si l'on est parvenu à chaque fois de justesse à un accord, c'est grâce à la France. Vous dites que l'on n'a pas beaucoup avancé, mais vous ne prenez pas la mesure du changement et la part que la France y a prise. Ne sous-estimez pas ce qu'il a fallu de détermination, de courage et d'audace. Quand tout le monde disait au président « N'allez pas dans cette voie, la France s'y trouverait isolée ». Déjà, contraindre les dirigeants du monde à discuter de ces sujets est une avancée dont vous ne mesurez pas l'importance et les conséquences. Quand vous dites que les Français ne voient rien changer pour eux, je me dis, moi, qu'il vous faut changer votre manière de voir. Parce que vous n'avez pas mesuré à quel point les changements qui s'opèrent dans le monde depuis 4 ans changent complètement les conditions de la politique. Dans la crise, il n'y a plus la politique française, la politique européenne et la politique étrangère. Il n'y a plus qu'une seule et même politique. Au dehors, la crise, au dedans, la crise, partout la crise, qui change toutes les données de la politique. C'est comme Clémenceau en 17, quand il disait « Au dehors, je fais la guerre, au dedans, je fais la guerre, partout, je fais la guerre ». Quand vous dites « La vie des Français est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 4 ans et c'est la faute de Nicolas Sarkozy », j'ai envie de vous répondre « Regardez donc autour de vous, regardez l'état du monde ». Quand vous dites « Le chômage qui monte, c'est l'échec de Nicolas Sarkozy », je vous dis « Regardez autour de vous ». Quand vous dites que pendant 4 ans, nous avons creusé les déficits, je vous dis encore et toujours « Regardez autour de vous ». Et souvenez-vous aussi qu'il n'y a pas si longtemps, vous réclamiez le doublement du plan de relance et que vous vouliez le faire par la consommation plutôt que par l'investissement. Voyez-vous, Nicolas Sarkozy a fait ce que les hommes d'État qui sont confrontés à des circonstances nouvelles et qui font passer l'intérêt général avant tout le reste,
Il a su, comme Poincaré avec le franc, comme Léon Blum avec le réarmement, comme De Gaulle avec la décolonisation, comme Mitterrand avec les institutions de la Cinquième, surmonter ses préjugés quand vous n'arrivez pas à sortir des vôtres. Il a rompu avec le politiquement correct du laisser-faire, d'une mondialisation et d'une société sans règles, de la fatalité du déclin de la nation, de l'État et de la République. Il a compris avant beaucoup d'autres. Rappelez-vous, pour certains d'entre vous, ce qu'il a dit dès 2007 devant l'Assemblée générale de l'ONU pour son premier discours au monde. Nous vivons non pas dans un monde de concurrence, nous vivons dans un monde de spéculation et de rente et nous avons besoin d'un New Deal mondial, économique et écologique. Personne alors ne l'a entendu. Et pourtant, il avait compris avant les autres que le marché n'était pas la fin de l'histoire et qu'elle redevenait tragique et que par conséquent, la politique devait changer. Que se serait-il passé si dans les moments critiques que nous avons traversés, il n'avait pas été là? Si la France n'avait pas fait ce qu'elle a fait au-dedans et au-dehors, je vous le dis, tout aurait pu s'effondrer. Oui, la vie est plus dure pour beaucoup de Français aujourd'hui qu'il y a 4 ans, mais nous avons évité le pire. Alors, me direz-vous, il est bien difficile de tenir ce discours. Sans doute. Mais vous savez, quand on dit la vérité, on a plus de chances d'arriver à convaincre que lorsqu'on se laisse aller au mensonge. Regardons maintenant vers l'avenir. Cette crise est une crise de la mondialisation et de la globalisation financière qui frappe de plein fouet tous les pays développés. Elle n'est pas terminée. Chaque jour qui passe avec son lot d'effroi ne fait que conforter le diagnostic qu'a fait la France depuis le début et qui donne à sa politique sa force et sa cohérence. Nous le savons, nous avons, comme les autres, à mettre de l'ordre dans notre État et dans nos finances. Mais nous avons aussi, mes amis, à reconstruire une société et une économie. Ne nous y trompons pas, les désordres de l'économie et de la société finissent toujours par se retrouver dans les finances publiques. Regardez l'Angleterre, regardez le Japon, l'Espagne, le Portugal, l'Amérique. La crise, cette crise immense, est bien entendu financière, économique, sociale, mais elle est avant tout, une fois encore, comme dans les grandes périodes de malaise qui traversent de temps en temps les civilisations, une crise intellectuelle et une crise morale. Car il s'agit d'abord d'en finir avec l'argent fou, avec l'idée folle que tout se vend et que tout s'achète. C'est dire l'ampleur de la tâche qui nous attend. Face à celle-ci, mes chers amis, nous avons un devoir, ne pas nous caricaturer nous-mêmes. Laissons nos adversaires le faire, ils s'y emploient tous les jours. Alors cessons de nous diviser et essayons de parler aux Français non seulement avec notre raison, mais aussi avec notre cœur. Oui, mes chers amis, nous devons bien prendre la mesure de leurs difficultés, de leurs souffrances et de leurs peines. Oui, nous devons mesurer à quel point la société est fragilisée et meurtrie. Oui, il faut faire la guerre aux fraudeurs, aux tricheurs, aux profiteurs, aux spéculateurs, aux voyous. C'est une question de morale. Mais il faut être bien conscient des efforts énormes que la plupart des Français ont accomplis depuis 30 ans et de la dureté de leur vie. Nous ne sommes pas à la fin des 30 glorieuses, nous sommes à la fin de 30 ans de crise. Nous n'avons pas le droit de brutaliser la société, nous prendrions un risque énorme. Et à ceux qui dénoncent un soi-disant manque de courage du président de la République et du gouvernement, je répondrai volontiers que l'une des choses dont je suis moi le plus fier, c'est que nous ayons réussi à réformer la France en profondeur depuis 4 ans, sans violence et sans drame. Oui, j'en suis fier. Ceux d'entre nous qui se souviennent encore du gaullisme savent qu'entre les tenants de la lutte des classes, les partisans du communautarisme, ceux qui ne comprennent pas que le repliement sur soi est mortel et ceux qui ne veulent absolument rien partager avec personne, nous avons à défendre fermement une conception de la nation et de la République à laquelle nous conduit toute notre histoire. Mes chers amis, nous avons sans doute commis des erreurs,
Il n'y a que ceux qui n'entreprennent rien, qui ne risquent rien, qui ne risquent pas d'en faire. Mais j'ai la profonde conviction qu'une certaine idée de l'État, de la nation et de la République, mais aussi de la politique, sortira grandie de ce que nous avons accompli. Les Français, j'en suis sûr, finiront, malgré les mensonges, par percevoir cette vérité. À nous de faire en sorte, pendant la campagne présidentielle, de leur permettre d'y voir clair. Ce n'est pas seulement notre devoir de militants, c'est notre devoir de citoyens. Et si nous sommes ensemble ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons tous la même conception de ce devoir. Et croyez-moi, nous allons le remplir, nous allons nous battre et nous allons gagner parce que la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Je vous demande d'accueillir maintenant notre secrétaire général, Jean-François Copé. Mes chers amis, vous voyez, à travers la réunion que nous faisons ensemble avec vous ce matin, la particularité qui est celle de l'UMP par rapport à toutes les autres familles politiques. La diversité des talents, des compétences, des engagements et des sensibilités. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Et en même temps, je veux le dire ici, je suis très heureux d'être avec vous ce matin à Nice. D'autant plus heureux que, vous le savez, ma présence ici a aussi une histoire. Pas une grande histoire, une petite histoire. Mais tout de même, c'est le résultat de cette rencontre que j'ai eue avec Christian et qui nous a amenés à penser l'un et l'autre, comment dire, qu'on se manquait. Et qu'il était grand temps, qu'on se retrouve, tant nous avions de souvenirs en commun, tant nous avions de combats menés ensemble. Ici, dans les Alpes-Maritimes, cette deuxième fédération UMP de France que vous portez, que vous incarnez, je veux vous dire que je suis très, très heureux d'être avec vous ce matin. Très heureux aussi de retrouver aux côtés de Christian tous mes amis députés et sénateurs, votre secrétaire départemental Michel Tabarot, dont le soutien et l'amitié ne m'a jamais manqué. Et puis, naturellement, avec les parlementaires des Alpes-Maritimes, mon ami Jean Leonetti, avec lequel nous avons cheminé ensemble au sein de la majorité parlementaire. Et puis, ceux de nos amis députés venus de toute la France, Alain, Damien, mais aussi Valérie Rousseau-Debord, qui, vous le savez, anime avec Michel et tous nos amis l'équipe dirigeante de l'UMP avec une idée simple. Et Henriette, j'oublie Henriette, oh pardon. J'oublie Henriette, que j'embrasse. Et bien sûr, et Jean-Michel aussi, que je vois. Et puis aussi vous dire, mes chers amis, que dans tous ces moments qui sont si importants pour nous, il ne doit y avoir qu'un seul mot d'ordre, celui du rassemblement. Du rassemblement au service de nos convictions et, vous l'avez compris évidemment, au service de celui pour lequel nous donnons les uns et les autres, avec nos tempéraments, le meilleur de nous-mêmes, Nicolas Sarkozy. Et je veux te dire, mon cher Xavier, comme tu l'as si amicalement dit tout à l'heure, que nous partageons effectivement cette volonté de mener ensemble les mêmes combats. Et je t'entendais, Henri, nous dire tout à l'heure, avec les accents inimitables qui sont les tiens, que la France est grande quand elle sait être ambitieuse et rassemblée, et que dans ces moments-là, il n'y a jamais de place pour la petitesse et la médiocrité. Et quant à vous, les uns comme les autres, vous voilà désormais missionnés. Car vous l'avez bien compris, ce que nous sommes venus vous dire, chacun avec nos mots ce matin, c'est qu'il nous faut désormais être engagés à fond dans cette campagne. Et pour moi, vous le dire à Nice relève évidemment d'un caractère un peu singulier.
Car au-delà, je le disais tout à l'heure, du plaisir d'être aux côtés de Christian et de vous dire d'ailleurs combien j'admire le travail qu'il accomplit ici avec toute l'équipe municipale de Nice que je salue, c'est aussi pour moi, à titre personnel, toujours particulier de venir dans votre ville. Parce que cette ville est liée aussi un peu à mon histoire familiale. Fuyant l'Algérie avec ses parents, comme tant de rapatriés qui voyaient leur destin brisé par la guerre, c'est à Nice pour la première fois que ma mère a foulé le sol de la métropole, il y a de cela quelques années. Et toute mon enfance a été marquée par cette partie-là de l'histoire qui fut celle de notre pays, comme de celle de très nombreuses familles, de ces familles de rapatriés qui, pour beaucoup, se sont installées ici, au bord de cette Méditerranée qui apaisait un peu leur nostalgie. Et c'est pour cela que Nice représente pour moi aussi la ville du nouveau départ. Et je voudrais vous dire là-dessus que parler de ce passé ne doit pas être tabou. D'ailleurs, de manière générale, c'est un des éléments qui, contrairement à ce que tout ce que l'on raconte, nous rassemble. C'est bien souvent parce que l'on ne dit pas les choses que l'on accumule les rancœurs, les tristesses et les amertumes. Et parler de ce passé si compliqué, parler de ces destins particuliers qui font l'histoire d'une nation, avec ses complexités, ses tragédies et ses passions, c'est une manière de construire d'invincibles espérances pour la France de demain. Vous savez, je pense bien souvent au symbole que représente cette ville pour l'histoire de notre pays, puisque vous faites partie de ces villes qui avaient choisi d'être françaises et dont on a commémoré il n'y a pas si longtemps le 150e anniversaire. Alors, vous disant cela, je voudrais vous inviter à ce que l'on réfléchisse ensemble à ce que peut être un nouveau patriotisme. À Marseille, la semaine dernière, beaucoup des jeunes populaires de Nice étaient présents et reviennent donc en deuxième semaine avec le même enthousiasme et les mêmes drapeaux. La semaine dernière à Marseille, j'ai parlé, comme je veux le faire aujourd'hui à Nice, de notre engagement pour la France. J'évoquais nos soldats, ceux qui donnent leur vie en Afghanistan, en Côte d'Ivoire ou dans le ciel de Libye. Et j'ai invité nos jeunes à dessiner ensemble un nouveau patriotisme pour le XXIe siècle. Vous savez, ce mot de patriotisme, qui a été si souvent bradé, galvaudé, déformé, ça n'est pas une rancœur, ça n'est pas une nostalgie, ça n'est pas non plus cette paire d'œillères tricolores pour éviter de voir le monde comme il est, en clair. Être patriote n'a rien à voir avec je ne sais quel chauvinisme déplacé. En réalité, le patriotisme, c'est un acte d'amour, de lucidité, comme celui que nos parents nous ont enseigné. C'est aussi un acte de courage. Le patriotisme, ça prend certainement pas sa source dans la haine de l'autre, mais dans l'amour de la France. Et ce mot d'amour, mes chers amis, je vous invite à le décliner tout au long de la campagne, car il manque bien souvent lorsque l'on entend les invectives, les injures et les clameurs, alors que plus que jamais, nous avons besoin d'être une nation rassemblée. Le patriotisme d'aujourd'hui, ça n'est évidemment pas celui du XIXe ou du XXe siècle. Il ne s'agit plus de conquérir des territoires perdus ou de prendre une revanche. En 2011, la nouvelle ligne bleue des Vosges n'a rien à voir avec celle de nos grands aînés. Pour les patriotes de notre temps, il n'est pas de grand défi meilleur que celui qui consiste à se construire pour l'avenir. Il n'est pas d'appeler à une vaine démondialisation, ce mot venu de nulle part, comme le font aujourd'hui certains socialistes et même Marine Le Pen, ne reculant devant aucune démagogie pour venir nous expliquer que si elle était socialiste, elle voterait Arnaud Montebourg aux primaires du PS. Non, le patriotisme n'a rien à voir avec tout cela. Le patriotisme du XXIe siècle, c'est la fidélité à nos racines, c'est l'ouverture sur les autres et c'est l'envie de vivre ensemble et de réussir ensemble. Voilà ce que nous avons besoin de construire.
Voilà ce que Kennedy aurait appelé en d'autres temps une nouvelle frontière, qui en réalité, vous l'avez compris, commande, malgré les difficultés, malgré les tabous et malgré le politiquement correct, d'imaginer une voie d'avenir pour la France dans la mondialisation. Ce qui veut dire ne pas accepter tout et n'importe quoi, mais au contraire, dire, comme le fait Nicolas Sarkozy inlassablement, et Henri, tu l'as rappelé tout à l'heure, ce qui constitue les défis majeurs de la France dans la mondialisation. Une voie d'avenir avec un objectif et un seul, qui nous parlera à tous aujourd'hui, qui que nous soyons, quel que soit notre âge, notre sensibilité. Cette voie d'avenir ne doit répondre qu'à un seul objectif: tout faire pour la réussite de nos enfants. Tout le reste n'est que bavardage, idéologie, dogmatisme. Tout faire pour que nos enfants soient demain fiers de ce que leurs parents auront accompli, fiers de leur pays et des valeurs que nous leur aurons transmises. Vous savez, ce n'est pas un sujet anodin que celui de parler de nos enfants. Je pense même, alors que les uns comme les autres nous brassons bien des débats, bien des idées, qu'il nous faudra en réalité d'abord ne penser qu'à eux. Et il y a de quoi effectivement se préoccuper lorsque l'on voit dans certains de nos quartiers certains comportements qui ne sont pas en liaison avec tout ce que nous voulons pour la France de demain. C'est vrai, je vois bien qu'il y a derrière tout cela bien des différences avec les socialistes. Et on comprend pourquoi, dans ce contexte, ils refusent de voter la règle d'or. À l'esprit de responsabilité que nous préconisons matin, midi et soir, ils préfèrent une surenchère permanente, inconscient de la crise qui se joue devant nous. Du coup, les primaires sont ce festival que chacun attendait et pour lequel le public n'est pas déçu. Quand je pense qu'on osait nous vendre ça comme un moment d'oxygène dans la démocratie et que l'on voit tous les jours les invectives pleuvoir, cela peut amener un certain nombre d'entre nous à méditer sur les ravages que peuvent constituer ce type de procédure dans des familles politiques où, en réalité, le plus important est de nous rassembler plutôt que de nous diviser. Regardez par exemple comment Martine Aubry voulait proposer de doubler le budget du ministère de la Culture dans le contexte financier que nous connaissons aujourd'hui. Comment, dans la foulée, alors même que le projet socialiste, sans rire, remet sur le podium les 300 000 emplois jeunes sur fonds publics et que M. Hollande, censé incarner ce qu'ils ont de mieux à gauche en matière de rigueur budgétaire, nous annonce, comme toujours, 70 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale. Vous voyez à travers ce simple exemple qu'il est bien des différences entre eux et nous, et que là où nous essayons de faire sans doute le plus difficile, incarner l'esprit de responsabilité, nous avons en face de nous un parti socialiste complètement prisonnier d'une immaturité qui n'a rien à voir avec le sens de l'intérêt général et l'avenir de la France. Regardez comment ils appliquent leur politique dans les collectivités locales. Un exemple que vous devez sans cesse répéter partout. Nous avons fait l'effort de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux dans l'administration de l'État depuis 2007. C'était un effort considérable. Dans le même temps, alors que pour l'année dernière, cela constituait 35 000 postes de fonctionnaires d'État en moins, les collectivités locales, et essentiellement les régions et les départements de gauche, ont créé 38 000 postes supplémentaires en une seule année. C'est vous dire combien sur ces sujets, il ne faut pas craindre de dire qu'il y a bien des différences entre ce que nous faisons et ce que préconise la gauche. Alors c'est vrai, Xavier, tu l'as rappelé avec humour et tu as bien fait, parce que ça aussi, il faut le dire. Nous avons en Ségolène Royal une porte-parole idéale, non pas pour défendre nos idées, mais pour démolir son propre camp. Tu évoquais tout à l'heure le bulletin scolaire de la semaine. Elle a été impitoyable avec Martine Aubry et François Hollande, au point même que nous n'aurions pas osé le faire, de crainte de paraître diffamatoire. Mais enfin, n'oublions pas non plus qu'elle a rappelé à notre mémoire que c'était Martine Aubry qui avait certainement l'une des villes où les impôts avaient le plus augmenté et François Hollande, le conseil général le plus endetté de France. N'hésitez jamais à lire Ségolène Royal dans le texte. Elle est aujourd'hui pour nous une alliée majeure. Alors oui,
Pas besoin d'être beaucoup plus long sur ce sujet. La gauche, certes, fait fausse route, mais la voie d'avenir pour la France, ça n'est pas davantage le retour au franc. Si le président de la République se bat comme il le fait pour sauver l'euro, croyez-moi, ce n'est ni par idéologie, ni par manie, c'est parce que l'euro nous protège et que ceux qui vous disent l'inverse se trompent. Abandonner l'euro, c'est lancer l'inflation au galop, c'est provoquer une hausse subite de la dette publique, c'est entraîner la remontée instantanée des taux d'intérêt. Tu évoquais, Henri, la crise de 1929. Rappelez-vous ces images tragiques de ces Allemands portant des brouettes bourrées de billets de banque pour aller chercher une baguette de pain. L'inflation galopante, ce fléau, est aujourd'hui préservé grâce à l'euro. N'oublions pas de la même manière qu'en abandonnant l'euro, de fait, on menace tous ceux qui ont des revenus fixes, que ce soit les retraités ou les salariés, qui immédiatement perdraient une part considérable de leur épargne. D'ailleurs, qui aujourd'hui est l'allié objectif du Front national dans la perte de l'euro? Ce sont les spéculateurs sur les marchés. Voilà qui nous ramène à cette idée que les extrêmes se retrouvent toujours. Dans un autre registre, Jean, tu l'évoquais tout à l'heure, rappelez-vous du combat que nous avons mené pour faire interdire la burqa en France, au nom du respect des femmes et des valeurs de la République. Je n'oublierai jamais cette histoire. La première personnalité politique à s'opposer à la loi que nous proposions pour l'interdiction de la burqa était Jean-Marie Le Pen. La seconde était Tariq Ramadan. Ne l'oubliez jamais. Dans ces domaines-là, lorsqu'il s'agit de desservir l'intérêt de la France, les extrêmes se rencontrent toujours. C'est vrai, je vous le dis ici, méfiez-vous de ceux qui se drapent dans les étendards bleu, blanc, rouge, mais qui ont toujours choisi la politique du pire. Méfiez-vous de ceux qui chantent très fort notre chère Marseillaise, nous la mélangent parfois avec les chœurs de Verdi, mais qui, en leur fort intérieur, se réjouissent de toutes les épreuves de notre pays, parce qu'ils voient dans chaque tourment une divine surprise, un argument de plus pour vendre de l'angoisse et dénoncer les boucs émissaires, au lieu de proposer des solutions et de faire grandir l'espérance. Vous savez, nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis considérables. Et dans ce contexte-là, il n'y a pas 1000 manières de tracer une voie pour l'avenir. Depuis 2008, nous n'avons été épargnés par aucune crise. Et laissez-moi vous dire que lorsque je vois les procès d'intention dont le président de la République fait l'objet à travers la politique que nous menons, je veux juste rappeler une chose. 2012 sera une élection totalement différente de celle de 2007. D'abord parce que les choses ont changé, mais surtout parce que nous sommes confrontés à une crise d'une ampleur inédite qui commande de revoir l'ensemble des paramètres de la politique publique. Et dans ce contexte, croyez-moi, lorsque je vois d'un côté un parti socialiste qui revient aux emplois publics ou un Front national qui nous propose de revenir au franc français et de fermer les frontières, je mesure que chaque Française et chaque Français aura un choix stratégique à faire pour notre pays et qu'il nous appartiendra à nous inlassablement de dire que face à ces défis, on n'aura pas le droit de se tromper. Et à ceux qui parlaient, il y a 6 mois seulement, de stratégie de sortie de crise, l'été est venu brutalement rappeler ce qu'il en était des réalités. 3 événements que je vous invite à méditer. D'abord, les émeutes de Londres. Et voilà qu'en Europe, on disait qu'il y avait que la France qui pouvait être concernée. Ah bon? Voilà un rappel à l'ordre pour tous les partisans de la culture de l'excuse et du laxisme permanent. Face aux violences urbaines, le gouvernement britannique a montré qu'il fallait être intraitable, comme nous l'avons été nous-mêmes en 2005, et comment, évidemment, il faut être extrêmement clair. Éric Ciotti l'a rappelé, au-delà des réponses policières immédiates, de la fermeté indispensable de la justice, c'est toute la chaîne de l'autorité que nous devons reconstruire, mais pas simplement en France, dans toute l'Europe et en même temps. Et ça, c'est un défi majeur pour les années qui viennent. Partout rappeler, comme nous le faisons nous-mêmes, que nous devons être la République des droits et des devoirs, qu'un élève et un maître, ça n'est pas la même chose, et qu'avant de contester, il faut apprendre et respecter. Le deuxième événement, c'est évidemment cette chute
de Kadhafi au cœur de l'été et les nouveaux soubresauts du printemps arabe. 10 ans, jour pour jour et quasiment heure pour heure, après la tragédie du 11 septembre, la plus belle réponse à la folie terroriste de Ben Laden est venue par surprise. De là où personne ne l'attendait, ce sont les jeunes des pays arabes qui l'ont apporté, en Tunisie, en Égypte, en Libye et en ce moment même en Syrie. Jamais nous n'oublierons à Marseille ce moment où un jeune militant de l'UMP est allé apporter à un jeune Libyen le drapeau tricolore et que celui-ci, en échange, lui a rendu, au nom de la fraternité, un drapeau libyen. Voilà aussi notre vision des droits de l'homme et de l'engagement pour les libertés. Et aujourd'hui, dans ces pays, tout doit être fait pour les aider, afin que le chaos ne succède pas à la dictature ou que les fondamentalistes religieux et obscurs, toujours aux aguets, n'imposent par leurs lois aux démocrates sincères un modèle et des valeurs qui sont à l'opposé de ceux qui sont les valeurs universelles de l'homme. Vous le savez, puisque nous commémorons aujourd'hui ces attentats du 11 septembre 2001, ayons aussi une pensée pour les victimes de ces crimes odieux que nous voyons tous les jours devant nous. Je voudrais, et devant les jeunes militants de l'UMP des Alpes-Maritimes, vous dire que j'ai pensé bien souvent à Marseille, à ces jeunes Norvégiens qui, comme vous, avaient fait le choix de s'engager en politique et qui ont été assassinés par un criminel revendiquant son appartenance intellectuelle à l'extrême droite européenne. S'il en restait un parmi vous qui pouvait encore penser que le FN était une solution d'avenir pour la France, je l'invite à relire les déclarations indignes de Jean-Marie Le Pen après cet effroyable massacre. Et ces propos, ils n'ont jamais été démentis par Marine Le Pen, sa fille. Jamais. Enfin, puisqu'il faut parler des événements de cet été, le troisième est aussi dans tous nos esprits. Voilà que la dette souveraine américaine a été dégradée dans des conditions que personne n'aurait imaginées il y a seulement 4 ou 5 ans. Comme d'ailleurs personne n'aurait imaginé que la Chine vienne dire aux États-Unis que ceux-ci géraient très mal les finances publiques. Le monde, je vous le disais à l'instant, est en train de changer du tout au tout. Alors oui, nous aussi, il va nous falloir inventer un modèle dans lequel on dépense moins d'argent public. Au niveau de l'État, nous avons montré l'exemple. Mais aussi, il faudra le faire au niveau des collectivités locales, où beaucoup, du côté gauche de l'échiquier politique, ne jouent pas le jeu. Sans oublier cette dépense sociale qu'il nous faut d'autant mieux contrôler qu'elle est vitale pour la qualité de la cohésion dans notre pays et qui, en réalité, si nous voulons qu'elle soit plus efficace, doit être modernisée et, en tout état de cause, réduite lorsqu'elle enferme dans l'assistanat au lieu de venir au secours des plus fragiles. Voilà pourquoi nous allons avoir, au long de cette campagne présidentielle, mes chers amis, un devoir de vérité. Vérité. Voilà ce que les Français attendent de nous, même ceux qui ne nous aiment pas beaucoup. Ils regarderont de très près ce que leur diront l'ensemble des dirigeants politiques de notre pays, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. Tous attendent qu'on leur dise la vérité. Et cette vérité commande de dire 2 choses. La première, personne n'a le droit d'être sourd devant les inquiétudes extrêmes que beaucoup de nos compatriotes sont en train d'exprimer. Beaucoup nous le disent dans nos permanences, ici à Nice sans nul doute, comme à Meaux ou bien dans toutes les régions de France. Beaucoup nous disent « Qu'allons-nous faire? Comment ça va se passer? Dites-nous l'avenir. Qu'allez-vous décider ?» Celui qui serait sourd à ces angoisses se tromperait de combat et ne mériterait pas de gagner les élections présidentielles. Mais à l'inverse, notre devoir est de dire que dans chaque crise, il y a des opportunités majeures et que ces opportunités, nous avons l'obligation signalée, comme aurait dit le général de Gaulle, de les saisir. Parce que, à force de faire la liste de tout ce qui ne va pas en France, on en vient à oublier que la France est la 5e puissance économique du monde. Avec nos 65 millions d'habitants, nous réalisons des exploits tous les jours en matière de production, de création, d'innovation, tout autant de sujets sur lesquels
nous ne nous attardons pas suffisamment, tant il nous paraît important de mettre en haut du podium les difficultés et les problèmes, plutôt que les réussites, les résultats et l'exemplarité. Je rêve que dans notre pays, on se sorte une bonne fois pour toutes de ces modèles qui, en réalité, caricaturent l'esprit français. Comment accepter que dans certains quartiers, on en soit encore à imaginer que les modèles de réussite, c'est soit le dealer du quartier, soit Zinedine Zidane, l'inatteignable. Je rêve, moi, qu'en France, on ne craigne plus de mettre en haut du podium les gens qui entreprennent, les gens qui prennent des risques, les gens qui embauchent, les gens qui investissent, et que l'on ne craigne pas alors de faire de cette excellence française un modèle d'exemplarité pour la France de demain. Vous savez, il y aura bien des sujets difficiles durant cette campagne. Voilà pourquoi le premier de nos mots d'ordre sera celui de courage, parce qu'il faudra dire les choses, parce que l'heure n'est plus à faire ni de la langue de bois ni du politiquement correct, d'aller même plus loin encore que ce que nous avons commencé d'engager, parce que l'ampleur de la crise le commande. La modernisation de l'État, la réduction des déficits, des dettes publiques, des déficits publics à travers des dépenses inutiles dont on doit se séparer. Comme de la même manière, il nous faudra repenser l'organisation du travail. Imaginez demain que les hommes et les femmes qui composent notre pays soient en situation de produire plus et mieux en France. Qu'ainsi nous reposions la question du pouvoir d'achat de telle manière que chacun soit aujourd'hui dans un chemin d'avenir, d'espérance, bien loin des inquiétudes que la crise génère. Nous devrons parler de courage parce qu'il y a des réformes de structure à poursuivre, comme par exemple dans l'éducation. Qui peut aujourd'hui se satisfaire d'indicateurs qui montrent que, par exemple, l'illettrisme s'accroît à l'entrée en sixième? Je plaide, comme d'autres, pour introduire une évaluation à l'entrée en sixième des savoirs fondamentaux, pour qu'on ne livre pas dans un collège souvent impitoyable pour beaucoup de nos enfants, alors même qu'ils n'ont pas tous les outils pour réussir. Je plaide de la même manière pour que l'apprentissage soit lui aussi remis en avant, comme chez nos amis allemands, et qu'ainsi, au niveau du collège, on ne craigne pas dans l'enseignement général de parler d'apprentissage, non pas comme d'une voie de garage, mais comme une voie d'excellence, alors qu'il y a tant de nos compatriotes qui ont dans ce domaine une formation et des dons exceptionnels. Vous le voyez, autant de sujets sur lesquels, pendant longtemps, on n'a pas osé dire les choses, et qu'il nous faudra faire maintenant. Mais que les choses soient très claires. Jamais, ni à l'UMP, ni dans aucune de ses composantes, quelle qu'elle soit, nous ne choisirons entre la performance économique et le progrès social. Ce serait ridicule. L'économie est et a toujours été au service de l'homme. J'ai retrouvé une formule du général de Gaulle que je vous livre parce qu'elle n'a pas vieilli. Ce n'est pas la peine, disait-il en 1965, de nous raconter des histoires. Si nous sommes pauvres ou en désordre économiquement parlant, nous ne progresserons pas socialement. Au contraire, si nous sommes prospères et à condition, bien entendu, que l'État fasse son devoir, tous les Français en profitent et en profiteront. Voilà quelque chose qui mériterait sans nul doute d'être porté haut et fort. Mais il nous faudra aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté du monde et d'aller chercher la croissance ailleurs, là où elle existe. Ce sera pour nous, là aussi, un rendez-vous très important. Je rêve, moi, que l'on parle en France un peu mieux l'anglais pour se faire comprendre des autres. Rien n'empêche de continuer de se battre pour la francophonie, mais enfin, nous qui sommes un peuple si fier et qui n'aimons pas que les autres comprennent qu'on ne les comprend pas, on ne leur parle pas. Il y a pourtant tant de choses à apprendre et à découvrir du côté de la Chine, de l'Inde, de la Russie ou de l'Amérique, de la croissance à aller chercher pour nos emplois, pour nos créateurs, pour nos scientifiques. Voilà, mes chers amis, quelques pistes pour demain. Enfin, rien de tout cela ne sera possible si nous ne sommes pas rassemblés. Et c'est ainsi que je voudrais terminer mon propos. Je suis en charge d'animer notre mouvement, l'UMP. Vous le voyez tous les jours à travers ce que vous entendez dans les journaux, ou lisez dans les radios ou lisez dans les journaux. L'UMP est un bien précieux qui sera ce que nous en ferons. Si nous savons nous rassembler, cela continuera d'être une grande force politique. Si, à l'inverse, certains essaient de nous diviser, alors il faudra avoir la force de caractère de leur dire non. Car je le dis bien souvent ces dernières semaines, ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous divise. Ce qui nous rassemble, c'est l'intérêt supérieur de notre pays. Et voyez-vous, mes chers amis, dans ces moments de veillée d'armes, où je vais, avec Christian, avec tout le monde,
toute la famille politique rassemblée, inviter chacune et chacun d'entre vous à vous lever et à vous engager pour cette campagne si essentielle pour l'avenir de la France. Le mot-clé aujourd'hui, c'est d'être rassemblés. Voilà pourquoi j'ai souhaité être à tes côtés, mon cher Christian, dans cette matinée ensoleillée que nous ne sommes pas prêts d'oublier, pour vous dire aux uns comme aux autres qu'il ne nous faudra rien laisser passer de la part de nos adversaires, où qu'ils se trouvent, et dire en particulier que nous n'avons pas la mémoire courte, dire à ceux de nos amis qui voudraient se distraire à l'occasion du premier tour des prochaines élections qu'un mauvais souvenir, celui de 1997, doit être dans toutes les mémoires. Lorsque l'on se disperse au premier tour, on menace nos candidats pour le second. Rappelez-vous, à cette époque, les Français voulaient un État protecteur, ils ont eu la gauche plurielle, préoccupée par ces compromis permanents plutôt que par l'intérêt général. Ils voulaient plus de sécurité, ils ont eu plus de délinquance. Ils voulaient une immigration maîtrisée, ils ont eu des régularisations massives. Voilà ce qui est sorti des urnes de 1997. Évitons à la France de retrouver les mêmes ornières. À gauche, rien n'a changé, alors que les défis du XXIe siècle exigent des réponses nouvelles. La campagne est lancée, mes chers amis, et je compte sur votre mobilisation sans faille dans les 8 mois qui viennent. Tout est entre nos mains. Soyons tous unis avec Nicolas Sarkozy. J'ai besoin de chacune et chacun d'entre vous. Merci de votre engagement. Vive l'UMP et vive la France! Et je vous demande d'accueillir pour conclure notre rentrée politique le président départemental Christian Estrosi. Mes amis, au moment où nous clôturons ce rendez-vous si traditionnel que nous tenons depuis 20 ans, quelle que soit l'appellation de notre formation politique, ce fut les amis de Christian Estrosi, ce fut le Rassemblement pour la République, ce fut le Rassemblement pour la République et l'UDF, mon cher Rudy Sall, mon cher Dominique Paillet. Ce fut enfin depuis 2002 où nous avons choisi d'unir toutes nos sensibilités, l'Union pour un mouvement populaire. Mais en commençant ce propos, c'est d'abord à chacune et à chacun d'entre vous que je veux m'adresser, parce que vous êtes les principaux acteurs de ce rassemblement, parce que peut-être plus encore que les autres années, vous avez mesuré la responsabilité individuelle et collective qui reposait sur vos épaules. Parce que vous avez compris que ce matin, plus que les autres rentrées de septembre des dernières années, c'était la France entière qui vous regardait pour voir quel état de mobilisation était celui des Niçois, des Azuréens, des Montagnards, du département des Alpes-Maritimes et des amis qui nous ont rejoints avec toute leur jeunesse au premier rang. Oui, vous avez été fidèles et responsables pour offrir cette image d'union. Je voudrais, mes amis, vous dire que les acteurs politiques, les responsables, les ambassadeurs que vous êtes, des mots qui ont été prononcés ce matin, des mots qui ont été prononcés ce matin par les uns et les autres. C'est le symbole de l'union. C'est le symbole de l'union. L'union d'abord entre la Méditerranée et les Alpes, c'est-à-dire cette mer Méditerranée qui est devant nous et ces Alpes qui sont derrière nous. Et puis le deuxième symbole de l'union, c'est l'union de toutes celles et tous ceux qui sont sur cette tribune et que vous incarnez dans le soutien que vous leur apportez. À cet égard, qu'il me soit permis de remercier d'abord mes amis, ceux avec lesquels, depuis des mois, depuis des années, nous portons des idées et qui sont toujours fidèles à ce rendez-vous. Et je veux te dire, mon cher Xavier, toi qui n'as pas manqué une seule de nos dernières rentrées, combien nous sommes heureux de t'accueillir,
toi qui, en tant que ministre de la Santé de notre pays, il y a seulement un mois de cela, seulement un mois, alors qu'avec Éric Ciotti et tous les parlementaires, les maires, les conseillers généraux du département des Alpes-Maritimes qui sont parmi nous aujourd'hui, et mon conseil municipal, nous portions auprès de l'État un dossier si important, celui après Paris, d'être le deuxième centre hospitalier universitaire de France, le centre Antoine Lacassagne, qui en matière de lutte contre le cancer est réputé contre un des plus performants. Et malgré un certain nombre de réserves de l'administration, a dit à nos professeurs, à nos scientifiques, à nos médecins, je prends la décision politique qu'il y aura à Nice, comme à Paris, au printemps prochain, l'outil de haute technologie le plus performant dans certaines pathologies cancéreuses, le synchro-cyclotron. Je veux du fond du cœur, mon cher Xavier, te dire toute notre gratitude au-delà des rendez-vous politiques auxquels tu n'as jamais fait défaut en chaque circonstance. Je veux dire à tous nos amis membres du gouvernement, bien sûr à Nathalie Kosciusko-Morizet qui est venue nous annoncer aussi de bonnes nouvelles dans le domaine de l'environnement avec EcoValley hier, à David Douillet qui était avec nous ce matin, lui qui a fait sonner la Marseillaise sur tous les podiums du monde et qui aujourd'hui porte les couleurs de la France auprès de nos compatriotes sur tous les continents du monde. Je veux dire à Jeannette Bougrap, je veux dire à tous ceux qui portent aujourd'hui la politique du gouvernement et qui sont parmi nous, en y ajoutant mon ami avec lequel je partage tant de convictions, parce que oui, je le revendique, c'est tout mon parcours politique, mais qui a déjà bercé toute mon enfance en tant que fils et petit-fils d'immigrés italiens. Henri Guénaud, le gaullisme que nous avons en partage, mon cher Henri, et dont tu as si bien porté la parole ici devant tous nos amis. Merci d'avoir été, toi, le conseiller spécial de notre ami Nicolas Sarkozy, présent à ce rendez-vous. Enfin, merci à mes amis parlementaires, au nom de Michel, au nom de tous les députés et sénateurs des Alpes-Maritimes, au nom de Rudy Sall qui représente le centre aujourd'hui. Merci à toi Alain Joyandet, merci à toi Damien Meslot, merci à toi Valérie Rousseau-Debord, merci vous qui incarnez la France des territoires comme nous l'incarnons entre Méditerranée et Alpes où nous sommes en train de fonder la première métropole de France issue de la dernière loi territoriale. Pour vous qui représentez la Lorraine, pour vous qui représentez le Doubs, pour vous qui représentez l'Aisne, pour vous qui représentez tous les territoires de France. Et là où certains infiltrés de l'intolérance, comme à chaque fois, sont ici pour essayer de démontrer que la solidarité, le cœur, la justice et l'équité, c'est nous qui l'incarnons aujourd'hui. Oui, merci de votre présence aujourd'hui. C'est le rendez-vous de l'unité, c'est le rendez-vous de l'union, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous d'Ensemble pour 2012, parce que pour nous, le mot ensemble a une signification. C'est celui qui nous a aidé à porter Nicolas Sarkozy à la présidence de la République en 2007. Et pour 2012, c'est aussi dire que tous ceux qui sont à cette tribune n'ont qu'un seul objectif, qu'un seul défi à relever. Aujourd'hui, c'est unis ensemble pour 2012 autour de Nicolas Sarkozy. Alors, mes amis, oui, un nouveau monde, comme d'autres l'ont dit, est en gestation. Et il faut avoir des œillères, ou être socialiste, ce qui est à peu près la même chose d'ailleurs, pour imaginer que l'on peut résoudre les problèmes de demain avec les méthodes d'hier. Certains à gauche vont chercher 30 ans en arrière les remèdes, et quelquefois les principes 150 ans en arrière, au temps des premières locomotives à vapeur. Et puis d'autres à quelques cent mètres d'ici, qui d'ailleurs sont venus essayer de nous acclamer, saisissent au vol les peurs et les désarrois, prennent leur modèle bien plus loin dans le temps, à l'époque de Charles Martel ou de Jeanne d'Arc.
Eh bien, les uns proposent des solutions qui ne sont que des emplâtres, et les autres ne font des analyses qui, en réalité, ne sont que des fantasmes. Mais si les Français voient le monde tel qu'il est, parce qu'ils le voient tel qu'il est, ils n'attendent pas des responsables politiques, des recettes sans saveur ou des moulinets de sabre de bois. Nous, à la différence, nous sommes animés par ce réalisme. Le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, l'ensemble de sa majorité parlementaire, parce que nous savons pertinemment que la crise que nous venons de traverser fut une épreuve considérable, et avec le même réalisme que celui qui amène les Français à nous regarder, nous pouvons dire que si la France n'avait pas eu ce capitaine à la barre, aujourd'hui la France ne pourrait pas continuer à nourrir une espérance pour créer les fruits de la croissance, les moteurs, les motivations et les espérances de demain. Au moment où tout se dérègle, où nous sommes confrontés à tous les dangers, sur tous les fronts, oui, le président de la République nous rend fiers d'être Français. Il m'arrive même, je ne vous le cache pas, certaines nuits de faire un rêve qui se transforme en cauchemar. Nous sommes en 2007, Ségolène Royal vient d'être élue. Et je passe en revue ces années et je vois la dame en train de discuter. Et je vois la dame. Et je vois la dame en train de discuter avec Angela Merkel. Je la vois discuter à la tête des institutions européennes. Je la vois aborder les débats financiers, les réglementations bancaires et les problèmes auxquels sont confrontés les Français avec leur épargne. Mes amis, chaque matin, et pas seulement en me rasant, je me dis que la France a eu la chance d'avoir un président de la République du talent et de l'engagement de Nicolas Sarkozy et de son courage. Mais en même temps, j'ai une conviction. J'ai une conviction, même si nous faisons mieux que la gauche, ce qui, sincèrement, entre nous, n'est pas très difficile. Et il nous appartient aujourd'hui de faire encore mieux que nous-mêmes. Parce que la crise, dites-vous une chose, c'est qu'on sait déjà ce qui ne sera plus demain, mais on ignore encore ce que sera réellement le lendemain. Et cette crise est un drame. Nul ne peut en douter. Mais en même temps, je veux que chacun soit convaincu que le drame de cette crise peut être une chance pour notre pays parce que nous avons su traverser la crise. Le monde change. C'est à nous de savoir si nous voulons être observateurs passifs de ce changement, avec la bonne conscience de l'indignation, ou si nous voulons être acteurs de ce nouveau monde afin de le bâtir sur nos valeurs. Pour réinventer le monde, il faut nous réinventer nous-mêmes. Et il faut inventer ensemble un nouveau logiciel. Et ce nouveau logiciel, ce ne peut pas être celui qui aggrave notre déficit public. Chacun le sait, nous vivons au-dessus de nos moyens. Et Jean-François Copé, notre formidable secrétaire général, vient de le rappeler il y a quelques instants de cela. Et qu'il me soit permis de dire à cet instant d'ailleurs que le propos qu'il vient de tenir démontre que nous n'avions pas seulement besoin d'une réconciliation avec Jean-François parce qu'il n'y avait pas réellement de fâcherie, mais simplement besoin de démontrer notre volonté d'unité pour être plus forts demain. Et sa présence a une signification forte à nos côtés aujourd'hui à Nice. L'UMP, c'est son patron aujourd'hui. Et parce que tu es là, Jean-François, aujourd'hui, avec les mots qui ont été les tiens, avec le dynamisme que tu as affiché en cette circonstance, je crois que toutes celles et tous ceux qui sont là, fidèles à ce rendez-vous, te sont gré d'avoir pris cette dimension qui fasse que chacun, avec sa part de vérité, puisse à une tribune comme celle-ci s'exprimer avec ses mots et me permettre aujourd'hui de le faire comme j'ai coutume de le faire, mais cette fois dans un esprit d'amitié, plus fort encore que notre réconciliation, de fidélité aux engagements et aux valeurs qui sont les nôtres. Merci, Jean-François.
Oui, pour réinventer ce monde. Pour réinventer ce monde, il nous faut, je vous le dis, nous réinventer nous-mêmes. Il faut inventer ensemble un nouveau logiciel. Et ce nouveau logiciel, ce ne peut pas être celui qui aggrave notre déficit public. Chacun le sait, nous vivons au-dessus de nos moyens. Pour réduire la dette, toutes les solutions doivent être mises en œuvre. Dès l'instant, je le dis bien, dès l'instant où elles ne nuisent pas à l'emploi, parce qu'essayer de générer des recettes nouvelles qui en même temps nous feraient perdre les recettes d'hier par perte d'emploi ne serait pas la bonne formule. Certains contestent le plan annoncé par le Premier ministre. Eh bien, moi, je veux rendre hommage au courage et à l'effort du gouvernement. Qu'il me soit permis de saluer un Premier ministre qui a fait 11 milliards d'euros d'économies en le proposant au Parlement il y a quelques jours de cela, et qu'il me soit permis de dénoncer en même temps les socialistes qui nous promettent, eux, 50 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Qu'il me soit permis de saluer un président de la République qui a le courage de proposer l'instauration et l'inscription dans la Constitution de notre pays d'une règle d'or. Elle est essentielle. Les socialistes sont irresponsables et pour ma part, je le dis, c'est une priorité. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut fermer aucune porte sur le chemin de l'assainissement de nos finances. Et si cela était nécessaire, parce que les socialistes s'y opposaient par tous les moyens, réfléchir ensemble, parce que le peuple de France est responsable, à utiliser la voie du référendum. Je suis certain que les Français, eux, auront à cœur l'intérêt d'abord de la France. Qu'il me soit permis de saluer la constance d'un gouvernement et d'un président qui se battent bec et ongles pour sauver l'euro, notre monnaie, notre protection et notre sauvegarde, alors que d'autres démagogues et extrémistes proposent follement de l'abandonner. La sortie de l'euro, c'est la dernière étape avant la faillite. Ceux qui proposent cette folie prétendent défendre le peuple de France. Mais défend-on le peuple de France en réduisant par une dévaluation soi-disant compétitive de 30% les économies de chaque Français et la valeur de leurs biens, souvent acquis par des années de travail? Mes amis, faire sortir de la crise une France plus forte sans aggraver nos déficits publics, c'est tout l'enjeu du prochain quinquennat. Inventer un nouveau modèle fondé sur de nouvelles valeurs. Eh bien, pour ma part, comme tous les gaullistes, il y a deux valeurs cardinales. Il y a d'abord la France de la performance, qui est la première de ces valeurs. Et je souhaite qu'ensemble, nous travaillions de toutes nos forces à ce que la France soit réellement engagée sur la voie de la performance de manière définitive. La croissance est la clé du redressement de nos finances, le développement économique comme du progrès social. Et il est évident que les Français s'appauvriront si nous ne saisissons pas à bras-le-corps un défi, amplifier la réindustrialisation de notre pays. Regardez ce qui se passe depuis des années. On achète 100 € à l'étranger, on revend 85 en France. Comment pouvons-nous continuer sur cette voie? Et cet écart qui existe depuis fort longtemps, il ne se réduit pas. Il fait courir à notre pays un danger mortel. Et cet écart a une cause, c'est notre rapport à la production. Voilà pourquoi je dis que nous devons changer ce rapport et mettre un terme à une illusion, l'illusion qu'on a essayé de nourrir chez un grand nombre de nos jeunes depuis tant d'années lorsque l'on les envoie vers de grandes formations, l'illusion d'une grande politique de service. Un pays ne peut être qu'un grand pays de service. La France ne peut être qu'un grand pays de service qu'à une seule condition. Mes amis, quand on n'a pas les moyens de rassembler autour de soi 3000 personnes, on s'infiltre à 5 dans une réunion à 3000. Alors je veux le dire,
Nous allons changer ce rapport. Nous devons mettre fin à cette illusion. Cette politique fondée sur les services sera mortelle si nous n'inversons pas le cours des choses, si nous ne changeons pas de logiciel. Une grande politique de services est essentielle, mais à condition qu'elle soit d'abord fondée sur une grande politique de production, une grande politique de produire français ou de produire européen. Et je le dis très tranquillement, nous avons l'exigence de réinventer des politiques publiques en faveur de cette production, de l'innovation et du travail que des décennies de pression néo- et ultralibérales ont d'abord minoré, puis démembré et enfin annihilé. Oh, j'ai été souvent pris en défaut de le dire, mais je le redis avec ma part de conviction. Lorsque je vois comment on a essayé d'inventer une affaire de soi-disant espionnage industriel chez un grand constructeur d'automobiles français, il y a quelques mois de cela, ça n'avait qu'un objectif, essayer de camoufler de nouvelles délocalisations à l'étranger. Eh bien, je n'ai pas honte de m'être battu, d'avoir dit que lorsqu'une voiture française était destinée à être vendue en France à des Français, c'était par des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, des usines françaises qu'elle devait être construite. Et nous devons être fermes sur ces fondamentaux, parce que c'est à ce prix que nous inverserons tous les repères qui ont été les nôtres. Nous avons, grâce à des initiatives fortes du président, réussi à résister au cœur de cette crise. Le grand emprunt, Henri Guénaud en parlait tout à l'heure, le fonds stratégique d'investissement, l'aide au fonds automobile et à la modernisation, l'aide au fonds biotech pour nous permettre de rester un des pays où l'industrie pharmaceutique reste une des plus performantes au monde. Dans tous ces domaines, je le dis, nous devons réhabiliter le fabriqué français qui doit avoir un sens pour enrayer les délocalisations et mettre en place des outils qui fassent qu'en matière de politique fiscale, de politique sociale, de politique environnementale, avec nos partenaires européens, nous imposions aux frontières de l'Union européenne que tous ceux qui, à l'extérieur de notre continent, ne respectent pas les mêmes règles sociales, environnementales et fiscales que les nôtres soient taxés de telle sorte que le produire en France redevienne compétitif. Oui, avec vous, je veux une France juste, et je le dis là aussi avec ma part de vérité. Si la justice sociale n'est pas le fleuve qui irrigue notre projet, alors nous perdrons l'élection. La justice sociale, ce n'est pas, comme certains le croient, un thème de gauche, pas plus que le Front national n'a acheté le drapeau national, le PS des propriétaires de l'idéal de justice. En réalité, le sentiment que l'effort n'est jamais réparti, qu'une majorité est toujours mise à contribution, tandis qu'une minorité profite des efforts des autres. Je le dis avec une certaine solennité, l'UMP n'est pas le parti des riches, comme le disait Malraux du mouvement gaulliste, l'UMP, c'est le métro à 6 heures du soir. Et à Nice, je dirais, c'est le tramway à 18 heures. C'est-à-dire le mouvement du peuple français, de toute la nation, dans sa diversité sociale et humaine. Et au moment où l'UMP est rassemblée pour sa rentrée et dans son unité, Jean-François, je sais que nous avons cette valeur en partage. Si nous oublions le P de populaire, il n'y aura ni de U de l'union entre nous, ni de M du mouvement. Alors, deux propositions simples. Pensons en matière de pouvoir d'achat à l'exigence d'une réforme de notre marché intérieur par la limitation des marges sur les produits de première nécessité, favoriser la transparence des prix. En cette rentrée scolaire, comment peut-on admettre qu'au cours des 10 dernières années, d'un côté, on ait vu les produits accessoires, je pense aux écrans plasma, je pense aux lecteurs de DVD, qui sont à des prix à moins 5% toutes les semaines en promotion chez certains distributeurs, parce qu'ils ne sont pas essentiels
plupart des Français les plus en difficulté, et que d'un autre côté, sur les rayons de la grande distribution, vous ayez le lait, le beurre, l'huile, tout ce qui est une exigence pour nourrir sa famille, qui au cours des 10 dernières années, sur le dos des producteurs et sur le dos des consommateurs, est augmenté de 100%. Nous avons une exigence, redonner du pouvoir d'achat, permettre à nos producteurs de vivre dignement, aux classes moyennes et aux Français les plus modestes de retrouver du pouvoir d'achat. Nous avons aussi l'exigence d'une grande réforme fiscale. On ne rentrera pas dans ce détail, mais bien évidemment, lorsque je regarde les revenus des grands groupes nationaux et lorsque je vois qu'ils ne sont fiscalisés sur l'impôt sur les sociétés qu'à 7,5%, et que pendant ce temps, ce qui crée l'innovation, l'emploi, la recherche dans notre pays, les patrons de PME, quelquefois de 20, 30, 40, 50, 60 salariés, sont fiscalisés sur l'impôt sur les sociétés à 32 à 33%. La justice sociale, elle doit se tourner aussi vers ces chefs d'entreprise qui, quelquefois, ne se paient pas à la fin du mois pour pouvoir payer le salaire de leurs salariés. Voilà la justice sociale telle que je la conçois dans notre pays. Alors c'est vrai, dans ce domaine, les socialistes n'ont rien dans leur projet, sauf une petite réforme fiscale. Mais c'est une réforme fiscale mauvaise, car la justice des socialistes, c'est la justice de l'appauvrissement. Contributions, taxes, impôts, redevances, c'est le lexique de M. Hollande et de Mme Aubry. Quand j'entends M. Hollande qui dit en réalité, en France, on est riche, riche, à partir d'un revenu de 4 000 €. Eh bien, les socialistes estiment que la justice, c'est faire en sorte que les riches deviennent pauvres. Je pense l'exact contraire. Là où ils vont faire des pauvres, je veux que les Français s'enrichissent. Ils veulent taxer les classes moyennes. Je veux que chacun puisse acheter sa maison. Ils veulent que les fortunes partent. Je veux qu'elles reviennent. Leur philosophie, c'est la punition. Notre philosophie, ce doit être la récompense. Ils veulent l'uniformisation. Nous voulons la solidarité et l'égalité des chances. Ils veulent un peuple de clones. Nous voulons un peuple de citoyens. Mais je le dis là aussi, parce que je suis un homme libre, le capitalisme financier n'est pas l'avenir de la France, il n'est pas l'avenir de l'Europe, il n'est pas non plus l'avenir du monde. Le nouveau monde aura des exigences d'équité dont nous ne pouvons ni nous ne devons nous exonérer. La justice, ce n'est pas distribuer de l'argent que nous n'avons pas, mais cela ne peut être l'inertie en contrepartie. La justice, c'est aussi s'assurer que les plus fragiles puissent vivre en toute sécurité et en toute quiétude. Et puis à Nice et dans les Alpes-Maritimes, je le dis sans fausse modestie, nous accompagnons depuis bien longtemps le gouvernement dans un autre domaine de la justice. Éric l'a si bien rappelé tout à l'heure. Nous qui ensemble nous additionnons, Jean-François, Xavier, Jean Leonetti, notre ministre des Alpes-Maritimes, que nous sommes si fiers de voir porter la politique du gouvernement au Parlement européen. Oui, je le dis, est-ce que vous allez souvent dans des territoires de France où la 5e ville, capitale de ce département, la 5e communauté urbaine qui deviendra la première métropole de France au 1er janvier prochain, le 4e département de France que préside Éric Ciotti, s'additionnent, mutualisent leurs efforts pour faire baisser la dépense publique et aller plus loin dans l'investissement pour améliorer le quotidien de chacun de nos concitoyens. Parce qu'ici, avec les autres maires, les conseillers généraux, nous n'avons fait que des additions. C'est un modèle d'exception que nous voulons porter sur nos politiques innovantes. Et bien sûr, la justice, c'est aussi la sécurité. Je n'ai pas trop besoin d'en parler ce matin. Chacun sait ici que le couvre-feu pour les mineurs de 13 ans, chacun sait ici que l'interdiction de la vente d'alcool la nuit, chacun sait ici qu'un réseau de 650 caméras de vidéoprotection, c'est-à-dire une pour 300 habitants, là où il y en a une pour 2000 à Paris, la première police municipale de France dirigée par un grand commissaire de la police nationale et par un adjoint, ancien grand colonel de gendarmerie, en partenariat avec la police nationale, la justice, l'État, la grande chaîne pénale. Non, nous n'avons pas besoin de démontrer ici que sur ce pilier régalien, nous avons fait toutes les démonstrations nécessaires pour veiller à ce que chaque homme, chaque femme, chaque enfant
puissent se déplacer en liberté dans notre cité, même si nous devons aller plus loin et que nous revendiquons en même temps, aux côtés de Nicolas Sarkozy, les grandes réformes qu'a rappelées Éric. Mais ce pilier social qui devra compléter cette grande politique régalienne sera aussi la clé de la victoire de mai 2012. J'en étais convaincu, je voulais vous le faire partager aujourd'hui. Alors en ce 11 septembre, c'est ce message de performance, ce message d'équité qu'il fallait envoyer à ceux qui sont réunis à quelques mètres de là, et même à quelques infiltrés, et avec qui nous n'avons aucune valeur en partage. Je le dis, pourquoi vouloir venir partager là où nous n'avons aucune valeur en partage? C'est se tromper d'adresse, tout simplement. Je parle de ceux qui tentent de faire croire qu'ils ont un nouveau discours, plus réaliste, plus tolérant, parce que le prénom a changé. Mais ne vous méprenez pas, le nom est le même, l'idéologie est la même, et le désastre serait le même. Comme l'a fait Jean-François il y a quelques instants, faut-il rappeler que ceux qui ne condamnent pas des propos insupportables sur les attentats en Norvège sont les mêmes, je le dis à ceux qui viennent de l'extérieur et qui ne le sauraient pas, sont les mêmes que ceux qui ont passé des alliances avec le bloc identitaire, c'est-à-dire ceux qui, à Nice, en plein froid l'hiver, servent de la soupe au porc, incitent à la haine raciale et qu'aux dernières élections cantonales, on se partageait les investitures entre identitaires et extrême droite. Et vouloir donner le sentiment qu'on a un visage plus ouvert, la réalité c'est qu'on est encore plus dur, qu'on est encore plus sectaire, qu'on est encore plus dans la haine qu'on ne l'a jamais été, où il y a quelques 100 mètres d'ici, le parti de la haine, là où nous sommes le parti de la France, de la sécurité, mais de la justice sociale, là où nous veillons, parce que ce sont les principes qui sont les miens, à ce que dans une ville comme la nôtre, dans les écoles de la République, dans les 163 écoles de cette cité, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit son origine culturelle, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa confession, je veux que tous les enfants de la République soient éduqués sur les mêmes principes et que ce soient ces valeurs que nous leur inculquions. Voilà le combat qui nous appartient de mener. Alors que ce message, grâce à vous aujourd'hui, en ce 11 septembre, qui reste à jamais gravé dans nos mémoires, comme la date où l'extrémisme tenta de terrasser la liberté, résonne jusqu'à eux. La liberté a triomphé de l'extrémisme. Et ce 11 septembre 2011 l'annonce. La campagne pour 2012 a commencé. Il nous appartient aussi d'y faire triompher la liberté et la justice. Certains tentent de faire croire qu'elle est déjà jouée. Pour ma part, je suis plein d'espoir et je suis plein d'envie parce que notre pays mérite que Nicolas Sarkozy puisse poursuivre son action. Il y a 48 heures, comme cela lui arrive régulièrement, il m'a demandé de venir en tête-à-tête dans son bureau pour échanger librement. Et au terme de notre entretien, Nicolas m'a dit, surtout Christian, dimanche à Nice, tu leur dis à quel point ce sont mes amis depuis si longtemps. Tu leur rappelles tout ce que nous avons partagé ensemble pendant près de 25 ans. En regardant aujourd'hui tous ces visages qui, pour la plupart, me sont si familiers, tous ces regards, tout cet élan, oui, je vous le dis, le Président, en cet instant, est avec vous. Le Président n'oublie pas les moments difficiles et puis les moments de succès. Le Président n'oublie pas que c'est ici que vous lui avez apporté, au mois de mai 2007, le premier résultat de toute la France. Et le Président m'a demandé ce matin, non seulement de vous témoigner toute sa gratitude, mais de vous rappeler en même temps toute l'affection qu'il vous porte individuellement à chacune et à chacun d'entre vous. Alors, parce qu'il sait, comme je sais, pouvoir compter sur votre énergie, vous pouvez compter sur notre engagement, nous pouvons compter sur son talent. À quelques pas d'ici se dresse ce monument couronné par une statue. C'est l'allégorie de Nice qui a choisi il y a 150 ans de rejoindre la France, non pas par le sang reçu, mais par le sang versé.
Et Nice, ça veut dire en latin ou en grec victoire. Eh bien, pas à pas, idée après idée, mot après mot, construisons une victoire à cette image, une victoire faite de conviction et de fermeté, une victoire faite d'audace et de respect, une victoire faite d'humanité et de justice. Nous devons ces valeurs et ces vertus à chaque Français et à chaque Française. Oui, avec Nicolas Sarkozy, nous allons relever les défis de demain pour une France forte, généreuse et respectée dans le monde.